Bonjour à toutes et tous. Bonjour Colin Niel, Bonjour. merci d'être avec nous donc aujourd'hui, pour une rencontre donc, qui n'est pas vraiment à la Bilipo, qui est plutôt une rencontre, virtuelle, vu le contexte, sanitaire. Mais on est très content que vous soyez avec nous aujourd'hui. Colin Niel, merci beaucoup. Vous êtes entre autres, invité ici dans le cadre de l'exposition Polar Rural, qui se tient actuellement à la Bilipo, mais qui est en fait en virtuel, puisqu'effectivement, il n'est pas vraiment possible de la visiter. Par ailleurs, on reviendra sur cette catégorie de Polar Rural, puisque si elle concerne peut-être certains de vos romans, elle n'est peut-être pas applicable à toute votre œuvre, et puisque aujourd'hui on va parler de tous vos romans, ce sera l'occasion de faire un petit point là-dessus. Et puis par ailleurs, vous êtes aussi l'invité demain du festival Effraction de la BPI. Donc vous interviendrez aussi pour parler de votre dernier roman, Entre Fauves, qui est paru l'an dernier et dont on parlera évidemment lors de cette rencontre. Tout d'abord, je vais faire une petite présentation de votre parcours, Colin, si ça ne vous ennuie pas. Allez-y, allez-y. Donc, comme vous me le dites vous-même, vous avez d'abord une formation scientifique et vous n'êtes venu à la littérature peut-être que dans un second temps, après une carrière dans le génie rural et les eaux et forêts. Vous avez été en fait pendant 12 ans, je crois, si je ne me trompe pas, ingénieur C'est ça. agronome, voilà, 12 ans, spécialisé dans la biologie et l'écologie. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce parcours qui vient avant votre parcours littéraire en fait? Oui, oui, enfin, brièvement, c'est vrai que moi, je me destinais pas du tout à écrire a priori, même si j'étais lecteur, intéressé par l'écriture, par la fiction en général, c'est sûr. Mais pour moi, j'ai une formation scientifique, j'ai fait des études de biologie, j'ai un DEA en biologie de l'évolution et écologie, donc vraiment rien à voir avec le milieu littéraire. Et pendant 12 ans, j'ai travaillé dans l'écologie, dans ce qu'on appelle l'écologie opérationnelle, quoi. J'ai été dans ce qu'on appelle les parcs nationaux, quoi. Donc, bon, j'ai eu diverses missions en Guyane, en Guadeloupe. En Guadeloupe, j'étais directeur adjoint du parc national de la Guadeloupe. Je travaillais au ministère de l'écologie où je m'occupais de la politique nationale des espaces protégés, des réserves naturelles, des parcs nationaux. Et ces 12 années qui étaient assez riches. Je dirais pas que j'ai un regret particulier, mais c'était des années importantes. Et je pense qu'ont beaucoup contribué quand même à forger ma manière de travailler, ma manière de voir le monde et ma manière aussi d'aborder ces questions de nature, d'écologie, de rapport de l'homme à son milieu. Et je pense, même si je pense que c'est probablement quelque chose d'inconscient, que c'est quelque chose qui ressort d'une manière ou d'une autre dans mes romans aujourd'hui. Ça j'en suis assez certain. Donc c'est vrai que la question écologique qui est assez présente dans beaucoup de fiction aujourd'hui. En fait, chez moi, elle a été assez naturelle parce que c'était tout simplement le milieu dans lequel je baignais depuis longtemps et puis depuis tout petit. Moi, je viens pas du tout d'un milieu rural. Hein. Moi, j'ai grandi en cité, en banlieue parisienne, au 12e étage, donc vraiment au milieu du béton. Mais j'ai toujours été très attiré par la faune, la flore, les animaux. Je regardais les oiseaux avec mes petites jumelles depuis mon balcon. Voilà, c'est toujours quelque chose qui m'a attiré. Donc, ouais, c'est présent depuis longtemps, bien sûr. Donc effectivement, de ce parcours très riche et voilà, qui vous a sûrement enrichi, qui vous a nourri, qui a fait de votre œuvre littéraire peut-être la suite en fait assez logique de votre parcours professionnel. Et en effet, la question du territoire, elle est vraiment centrale dans tous vos romans. Clairement, l'urbanité n'est pas le cadre privilégié de vos romans. Alors c'est pour ça notamment que vous êtes un auteur qu'on met beaucoup en avant quand on parle de polar rural. C'est pas tellement sur la question de la ruralité, mais en effet peut-être sur la question d'un rapport au territoire naturel tel qu'on le retrouve dans vos romans.
qu'on peut classer d'ailleurs en 2 volets, peut-être. C'est une proposition que je fais, hein, c'est peut-être pas la manière dont vous l'avez pensé, mais d'une part, toute la série guyanaise, et d'ailleurs, vous allez voir, c'est un peu presque une classification territoriale. La série guyanaise, d'une part, qui compte 4 romans. Alors, on a coutume de dire qu'il y a la trilogie guyanaise qui a initié cette série guyanaise, donc avec 3 romans qui suivent les investigations du capitaine Anato. Ces 3 romans s'intitulent donc Les hamacs en carton, qui a été publié en 2012, Ce qui reste en forêt en 2013, et Sur le ciel, Obaya, pardon, en 2015, et Sur le ciel effondré en 2018, qui est le 4e roman de la série guyanaise. Tous ces romans sont publiés aux éditions du Rouergue. Et en fait, dans cette série guyanaise, on suit les investigations du capitaine Anato d'abord, puis dans le 4e roman, Sur le ciel effondré, celle de l'adjudante Angélique Blackaman, mais le capitaine Anato est aussi présent. Donc, en fait, on voit très bien qu'il y a une espèce de filiation, une continuité dans cette série guyanaise. Ça, c'est le premier volet de votre œuvre, qui est déjà très riche et très épais, assez d'une profusion et d'une immersivité qui sont vraiment importantes. Et l'autre volet, ce sont 2 romans qui sont, on pourrait dire, peut-être autonomes ou indépendants, et qui, en fait, là encore, se structurent sur le plan géographique, puisque il s'agit de 2 romans qui permettent un dialogue entre la France et l'Afrique. Donc, d'une part, le roman Seules les bêtes, qui est paru en 2017 et qui est peut-être votre roman le plus rural, hein, si l'on peut dire, puisque il se passe au cœur des Cévennes, dans le Cosméjean, et il met en avant des personnages d'éleveurs de bêtes. Et d'autre part, le second roman autonome, c'est votre dernier roman, Entre fauves, qui est sorti en 2020, et qui reconstitue, là encore, cette alternance de points de vue entre les Pyrénées françaises et la Namibie, cette fois-ci. Et donc sur la conséquence de la chasse aux trophées dans les pays africains par des Français, une Française notamment, une chasseuse, Apolline Lafourcade. Donc, est-ce que cette classification vous semble pertinente? Là encore, elle classe un peu votre œuvre en termes de territoire, peut-être plus qu'en termes de chronologie. Oui, d'accord. Non, mais disons que c'est vrai que quand on écrit des livres, on ne réfléchit pas en termes de classification, évidemment. Mais c'est certain qu'il y a une unité dans tous mes romans guyanais, à la fois de territoire et puis de personnages qu'on retrouve et qu'on n'a pas dans les 2 autres. Après, je pense qu'il y a aussi quand même dans les thématiques et dans la manière de les aborder des points communs en fait qu'on retrouve dans tous ces livres. Je pense que la question du territoire, vous en parliez, elle est essentielle pour moi. C'est-à-dire le territoire, mais le territoire, la manière dont ce territoire peut être vécu par les hommes, quoi. C'est-à-dire la place des hommes dans ce territoire, comment un milieu plutôt naturel, parce que j'ai une attirance plus forte pour les milieux naturels, mais plutôt naturel ou rural, comment ce milieu façonne les hommes et comment les hommes en retour façonnent le milieu dans lequel ils vivent. Ça, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup, qu'on parle d'une forêt amazonienne ou du Cosméjean en Lozère, ou effectivement de la vallée d'Aspe dans les Pyrénées. Ça, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est justement de voir comment on me dit parfois que ces territoires sont des personnages à part entière dans mes livres. Moi, je ne vois pas tout à fait les choses comme ça, parce que ce qui m'intéresse, c'est au contraire comment ces territoires sont perçus par les personnages, et de montrer que un territoire, pour moi, n'a pas d'existence en tant que tel, quoi. Il a une existence que dans le regard des hommes, et de voir, par exemple, comment je prends l'exemple souvent de la forêt amazonienne. On a cette idée de la forêt amazonienne comme d'un milieu hostile, oppressant, dangereux. Mais ça, c'est encore une fois, c'est la vision
du monde occidental, c'est notre vision de ce monde-là. Mais c'est assez troublant en Guyane de voir comment cette forêt, elle peut être perçue selon les personnes qui la fréquentent, entre un militaire qui se déplace en forêt, parce qu'il y a beaucoup d'entraînement de militaires en forêt amazonienne, et qui a un rapport effectivement qui est dans le combat, effectivement, avec ce milieu naturel, cette idée de domination, d'apprendre à maîtriser ce milieu qui est effectivement vécu comme un milieu hostile, ou au contraire, un Amérindien qui, lui, a l'habitude de trouver dans ce milieu-là toute sa subsistance, d'y chasser, d'y cueillir. Et il ne va pas du tout le voir comme un milieu hostile. On a vraiment deux visions de ce milieu qui sont très différentes. Et de fait, moi, je ne considère pas du tout la forêt amazonienne comme un milieu hostile. C'est vraiment une construction du monde. En forêt, enfin, moi, personnellement, je préfère largement être perdu en forêt amazonienne que d'être perdu en haute montagne en plein hiver ou dans le Sahara. Voilà, on peut trouver à boire, on peut trouver à manger. Pour moi, ce n'est pas un milieu hostile. Et c'est valable pour tous les milieux. Le Cosméjean, c'est pareil. C'est un milieu, c'est un endroit qui est magnifique. Moi, je trouve ça splendide. Et en même temps, il y a quelque chose de désolé. Et ce qui m'intéresse, c'était dans Seules les bêtes, c'était de voir comment ce Cosméjean, il pouvait être perçu par le personnage de Joseph, qui est un éleveur qui vit là depuis toujours, qui n'a connu que ce milieu et qui est conscient que l'endroit qu'il a autour de lui, c'est magnifique, mais qu'en fait, dès qu'il plonge les yeux dans ce paysage, il n'a qu'une envie, c'est de pleurer, en fait, parce que ça lui rappelle sa condition. Et donc, moi, c'est ça qui m'intéresse. Effectivement, c'est le rapport qu'on entretient à ces territoires-là. Oui, mais en effet, vous le rappelez, ce qui fait la spécificité de vos romans et peut-être leur grande force, c'est effectivement la façon dont les personnages perçoivent leur territoire, dont la façon dont ils perçoivent les autres personnages aussi. En fait, on a vraiment sans cesse une espèce d'alternance de points de vue. En fait, c'est assez typique de vos romans. On retrouve une alternance des points de vue des personnages qui, en effet, ne portent pas du tout le même regard sur les lieux qu'ils pratiquent, ni sur les autres personnages, ni même sur l'intrigue qui est en train de se jouer. Et on a ça d'une part, et dans la trilogie guyanaise, on a aussi l'exploration de nombreuses communautés qui coexistent de façon vraiment très multiculturelle en Guyane. On a les Noirs marrons, les Njuka, les Aluku, on a les Amérindiens, on a les Amérindiens Wayana plus spécifiquement. On a les populations venues du Suriname, on a toute une galerie, une fresque de personnages, une fresque de perception et de points de vue qui fait vraiment la force de vos romans. C'est assez impressionnant. Et parfois, on a aussi le point de vue de non-humains. Alors, j'imagine qu'on vous a beaucoup posé la question, mais dans Entre Fauves, le dernier roman, on a le point de vue du lion qui ouvre et qui clôt le roman, le lion qui s'appelle Charles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce point de vue du lion que vous avez développé dans ce dernier roman? Oui, je pense que ça participe de la même logique de ce rapport au monde et de la manière dont les personnages, selon leur histoire personnelle, qu'elle soit culturelle, religieuse ou familiale, perçoivent le monde. Alors évidemment, ça paraît évident chez des humains, peut-être un peu moins chez des animaux, mais moi, ça me semble. Enfin, j'ai beaucoup réfléchi quand j'ai écrit Entre Fauves sur cette question de la parole du lion. Est-ce que je la mettais? Est-ce que je la mettais pas? Alors évidemment, ce lion ne s'exprime pas à la première personne. Il ne parle pas. On est à la troisième personne, mais il y a quand même cette idée qu'on plonge dans la pensée du lion. Avec évidemment ce risque quand on se met dans la tête d'un animal de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire de plaquer des pensées humaines sur un personnage animal. J'ai fait relire le livre a été relu il y a assez peu de temps par un contact que j'ai eu, qui est une scientifique spécialiste des lions, qui n'a pas du tout été choquée, donc ça m'a plutôt rassuré là-dessus. Je ne vous vois plus bouger, je ne sais pas si c'est normal, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez?
crois qu'on a une petite perte de connexion. Ah mince, Ah, vous m'entendez? oui, enfin non, ça coupe un petit peu là. Ça coupe régulièrement. Ah, je vous ai totalement perdu. Ah, vous m'entendez? Ça y est, je vous ai retrouvé, je crois. Ah, je suis désolée, pardon. Est-ce que ma parole a été coupée ou vous m'entendez? Moi, vous me disiez que vous étiez en train de faire relire Oui, c'est ça. Le livre a été relu par une scientifique spécialiste des lions qui, elle, me dit n'a pas avoir été choquée du tout par ces parties-là, ce qui m'a plutôt rassuré. C'est-à-dire que je pense que, effectivement, quand on fait parler un lion, il y a un risque d'anthropomorphisme, mais je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on doit s'interdire quand on écrit, parce que moi, je suis convaincu que les animaux ont des pensées et qu'ils perçoivent aussi le territoire dans lequel ils vivent. Et ce que je voulais montrer dans ce livre, donc c'est un livre qui nous parle de la chasse aux trophées, avec cette idée des points de vue dont vous parliez tout à l'heure, qui est quelque chose qui est très important pour moi. Ben, je voulais qu'on ait le point de vue de l'animal, en fait, sur tout ça. Et ce que je voulais montrer aussi, c'est que si ce lion, donc, bon, je ne vais pas raconter l'histoire, mais c'est un lion qui cause des dégâts importants sur des troupeaux, sur des troupeaux d'éleveurs en Namibie, des troupeaux de chèvres et de moutons, et qui donc voilà, est autorisé à la chasse au trophée par le gouvernement de la Namibie. Ce que je voulais montrer aussi, c'est que on a tendance à voir les animaux comme sous forme de population, quoi, comme si on dit les lions. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'abord, les lions, c'est plusieurs types de populations. Hein. Les lions de Namibie ne sont pas du tout les lions d'Afrique du Nord-Ouest, ne sont même pas encore les lions d'Afrique du Sud, mais aussi qu'à l'échelle de ces populations, on a affaire à des individus, quoi. C'est-à-dire que si ce lion-là pose problème à ses éleveurs à ce moment donné, c'est aussi le fruit de sa propre histoire. C'est un lion qui a été chassé de son clan, c'est un lion qui se retrouve aéré dans le désert et qui ne trouve pas de proie parce qu'évidemment, il y a une sécheresse très forte qui s'abat sur le territoire à ce moment-là, et c'est pour ça qu'il se rapproche des troupeaux. Donc en fait, c'est son histoire qui explique tout cela. Et c'est ce que je voulais montrer, c'est que la rencontre entre l'homme et l'animal, elle est le fruit de l'homme, mais aussi de l'animal, quoi, de son histoire individuelle. Et ce qui est troublant, moi je me suis beaucoup documenté sur ces lions, cette population de lions qu'on appelle les lions du désert, voilà, dans le nord-ouest de la Namibie, c'est de voir comment chaque lion a sa personnalité, en fait. Bon, tous ceux qui ont des animaux domestiques le savent, hein, les chats, les chiens, ils ont leur personnalité, mais chez les lions, c'est assez frappant, et un scientifique est spécialiste de ces lions-là, qui les suit avec des colliers émetteurs, et qui suivent leur comportement, et on voit très très bien que les lions ne se comportent pas tous de la même manière. Et il y a cette histoire de ce lion qui est racontée que raconte ce scientifique, c'est une population normalement qui se déplace, mais qui est sur un territoire assez restreint. Et il y a un des individus un jour qui s'est mis à faire un périple vers le nord, qui a franchi la frontière avec l'Angola, qui est parti en Angola, puis un jour qui est revenu en Namibie, en plus en franchissant le fleuve, le Kunene, hein, la frontière entre l'Angola et la Namibie, exactement au même endroit qu'à l'aller. Donc voilà, on a un comportement là, alors qui est probablement provoqué par des questions environnementales, par le milieu dans lequel il est, mais qui est aussi lié à des décisions individuelles que cet individu a pris à un moment donné de sa vie. Et c'est ce que je voulais aussi montrer, c'est que derrière ces animaux, il y a des personnalités, il y a des individus. Donc pour moi, c'est pour toutes ces raisons, la parole du lion, elle me semblait essentielle, quoi. Oui, bah, merci beaucoup de développer ainsi le personnage, enfin d'expliquer en fait le personnage du lion qui est vraiment, enfin moi je trouve qu'il est une des grandes forces d'Entre Fauves, parmi d'autres hein, bien sûr, mais vraiment ce lion qui vraiment devient un personnage central et comme vous dites, doté d'un caractère et de pensée. Et j'aimerais juste vous lire un petit passage parce que moi je trouve que c'est le passage justement qui précède cette odyssée dont vous parlez, du lion qui traverse et qui va jusqu'en Angola. Mmh. Alors sans vous raconter le roman, parce qu'il ne faudrait pas raconter la fin, mais je vous lis juste un petit passage où on rentre vraiment dans les pensées du lion et dans les rêves du lion. Moi, c'est vraiment un des passages qui m'a le plus marqué. Il chemina ainsi sur les crêtes friables, avec en mémoire les mois passés depuis qu'il avait fui ces terres et ces bêtes que les hommes avaient faites leurs. Une odyssée à peine croyable. Lion solitaire à travers plaines et montagnes, à guetter sa guérison,
tout en cherchant le salut, des kilomètres par centaines parcourus en quête d'un lieu où s'établir, un lieu loin des humains et de leur crâle trop tentant, un lieu où il y aurait des projets toujours sur des proies toujours sur pattes, épargnées par la sécheresse, de quoi survivre encore un peu, puisque la mort n'avait pas voulu de lui, un lieu avec une fierté inconnue même, un groupe à conquérir, quitte à rêver, autant rêver en grand. Il avait été plus loin qu'aucun de ses frères pour peut-être trouver un tel endroit, poussé par quelque instinct connu de lui seul. Vraiment, moi, c'est le passage où on rentre dans les rêves du lion, où il rêve une fierté. Alors, une fierté, peut-être que vous Une pouvez fierté, c'est expliquer. un groupe de lions, en Un fait. groupe de lions. Voilà, c'est ça. Un groupe de Un groupe de lionnes. Voilà, et donc on rentre vraiment dans ces rêves du lion solitaire qui finalement cherche le contact ou le contact du groupe. Voilà. Oui, je me suis beaucoup posé de questions sur la manière d'écrire ces passages. Mais derrière, il y avait une vraie. Enfin, je veux dire, si je prête ces pensées au lion, c'est parce que, évidemment, on ne saura jamais ce que pense vraiment un lion. Mais je crois vraiment que ce genre de pensée peut se retrouver dans la tête d'un lion. Moi, je suis convaincu de ça, que les lions, enfin tous les grands mammifères en tout cas, sont habités par des souvenirs, par une mémoire, par des émotions. Et on le sait, je veux dire, on le sait aujourd'hui. On sait que quand on sépare une vache de son veau, c'est un déchirement maternel. On le sait que certains animaux portent le deuil d'animaux d'autres animaux auxquels ils étaient attachés. Donc moi, je suis convaincu que les émotions, elles s'expriment très probablement d'une autre manière. Évidemment, on est dans de la littérature, on est dans de la fiction. Il y a un exercice derrière d'invention. Mais je suis convaincu qu'en tout cas, ces animaux-là peuvent avoir ce type de pensée, vraiment. Oui, alors du coup, si on peut revenir sur la question de l'alternance des points de vue, puisque donc le lion est un des points de vue, mais on a le point de vue de personnages humains aussi. Donc on a dans Autre Fauve, on a évidemment, on commence sur le point de vue de Martin, qui est donc un employé du parc national, très écologiste radical convaincu, très anti-chasse, qui est dans des groupes, qui participe à des groupes sur Internet contre la chasse. On a aussi le point de vue donc, de Apolline Lafourcade, qui est donc un autre personnage du roman, qui est le roman de la chasseuse. Elle chasse à l'arc, qui vient d'une famille catholique, qui est partie en mission en Afrique et qui part chercher un trophée en Afrique. Voilà, c'est là qu'est le nœud de l'histoire. Et tous ces personnages, on a aussi l'éleveur Imba, donc Konjima, qui est namibien et qui donc se retrouve face à ce lion extrêmement dangereux qui attaque leur troupeau. Et donc, on a l'alternance de tous ces points de vue et on accède à l'ambivalence morale des personnages. Moi, c'est ça que je trouve très, très intéressant et probablement ce qui fait de vos romans des romans noirs, en fait. C'est justement l'accès à cette ambivalence. Vous me disiez que certains lecteurs et lectrices ont pris votre roman comme un roman pro-chasse ou anti-chasse, au choix. Est-ce que vous diriez donc que vous avez pris un parti, finalement ? Bah oui, j'ai pris le parti de pas en prendre, quoi. C'est-à-dire que c'était volontaire, quoi. Je voulais surtout pas écrire un roman pro-chasse ni anti-chasse. C'est pas du tout ça qui m'intéresse quand j'écris un livre. Ce qui m'intéresse, c'est les personnages et c'est justement la confrontation de mondes que tout oppose et que tout rapproche en même temps. C'est assez troublant de voir comment des personnages comme Martin et Apolline, qui voilà, on est vraiment dans un anti-chasse et une pro-chasse. Et en même temps, Martin, quand il essaye de pénétrer un petit peu le monde d'Apolline et de se rapprocher d'elle, il rentre dans son appartement, il essaie de comprendre, qu'il se rend compte que en fait, ils ont plein de points communs, quoi. C'est-à-dire que leur bibliothèque, par exemple, c'est la même bibliothèque. Ils sont tous les deux une bibliothèque remplie d'ouvrages sur la faune sauvage. Ils sont tous les deux très intéressés par la faune. Ils sont tous les deux passionnés de ski de randonnée. Donc, ils ont plein de points communs. Ils sont tous les deux très solitaires aussi. Mais ils ont une différence fondamentale, c'est qu'il y en a une qui tue les animaux et l'autre qui ne les tue pas. Et c'est ça qui, évidemment, crée le fossé immense entre eux.
Mais justement, c'était le pari que j'avais fait, c'était justement de ne pas prendre parti et d'essayer de présenter ces personnages l'un comme l'autre avec le moins de jugement possible, en essayant à aucun moment de faire transparaître ma vision des choses. À aucun moment, il faut donner l'impression que c'est Coloniel qui parle. Et c'est pour ça qu'effectivement, c'est assez troublant de voir comment le roman est interprété. On a de tout, hein. Il y a des chasseurs qui s'y retrouvent, qui me disent qu'ils s'y retrouvent totalement. Il y a des antichasses qui s'y retrouvent totalement. Au contraire, il y a des antichasses qui me disent c'est un livre, c'est l'apologie des armes, l'apologie de la chasse. Et à vrai dire, je me dis que, enfin, c'est pas que ça me fait plaisir, mais que le but est atteint. Parce que moi, il me semble que l'intérêt du roman, et notamment du roman noir, c'est ça, quoi. C'est d'évoluer dans ces zones grises, quoi. C'est ces moments où la question du bien et du mal commence à perdre un peu de leur sens, se mélange, où on ne sait plus très bien qui sont les méchants, qui sont les gentils, qui sont les chasseurs, qui sont les chassés, qui sont les prédateurs, qui sont les proies. C'est ça qui m'intéressait, moi, c'était vraiment de travailler sur ce mélange-là, et peut-être quand même, au passage, de montrer que la chasse au trophée, sans vouloir la défendre, je suis pas du tout chasseur, je suis pas du tout un défenseur de la chasse, mais en tout cas, de montrer que, à minima, c'est au moins plus compliqué que ce qu'on pourrait imaginer. D'abord que c'est pas quelque chose d'uniforme, hein, entre la chasse en Afrique du Sud et la chasse en Namibie, c'est deux mondes totalement différents. Qu'on chasse des herbivores ou qu'on chasse des carnivores, c'est pas du tout la même chose. Voilà, et de montrer que c'est quelque chose c'est un sujet qui est éminemment complexe, en tout cas. Et encore une fois, je dis pas ça pour le défendre. Je suis pas en train de vous dire que chasser c'est bien, mais de montrer que c'est une question qui est compliquée, en tout cas. Oui. Surtout, vous déconstruisez en fait le point de départ qui est de montrer ces chasseurs comme des espèces de personnages vraiment détestables, sanguinaires, tels qu'on peut les trouver sur les réseaux sociaux. En fait, tout votre roman part d'une photo postée sur les réseaux sociaux, une photo d'Apolline Lafourcade avec son trophée. Et en effet, c'est vrai qu'on peut se demander qu'est-ce qui pousse un humain à faire une photo pareille, ou qu'est-ce qui pousse à se glorifier ainsi de la chasse au trophée. Et en effet, votre roman explore la complexité de cette pratique, et explore aussi la complexité des réseaux sociaux. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, à la fois dans Seules les bêtes et dans Entre fauves, où vous dites que en fait, vos romans visent à rapprocher des mondes que tout oppose, et qui sont à la fois des mondes qui peuvent être très proches géographiquement, mais aussi très lointains. Effectivement, par exemple, la France et l'Afrique qui se retrouvent dans des histoires communes par le biais des réseaux sociaux. Dans Seules les bêtes, on a toute cette romance qui se crée entre Michel l'éleveur et Amandine, qui est son amoureuse virtuelle avec laquelle il discute par chat et qui est ivoirienne. Et puis dans Entre fauves, on a tous ces liens qui se tissent entre effectivement les éleveurs namibiens et les antichasses français, par le biais des réseaux sociaux qui permettent à ces mondes d'entrer en connexion, littéralement, en fait. Est-ce que donc vous pensez que cette intégration de la technologie fait changer la façon de raconter? Est-ce que vos romans sont comment dire, inspirés, ou est-ce qu'ils se construisent justement sur ces liens internet, voilà, sur ces flux en fait d'informations? Oui, je pense que, enfin, en tout cas dans ces deux romans-là, c'est sûr que c'est un sujet qui est important. Moi, ce qui m'intéressait de montrer dans Seules les bêtes en particulier, vous parliez de romans rural, du fait que j'étais assez peu attiré par les grandes villes. Dans Seules les bêtes, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a une partie qui se passe à Abidjan, donc on est vraiment dans la grosse mégalopole. Mais ce qui m'intéressait, c'était de montrer que l'image qu'on peut avoir de la campagne, c'est-à-dire de ces milieux très isolés, de ces agriculteurs très isolés et coupés du monde, c'est en partie vrai, mais c'est aussi en partie faux, parce que beaucoup d'agriculteurs font un usage très important d'Internet,
Et donc, ils sont à la fois dans des zones isolées et en même temps, ils sont connectés au monde entier. Alors, au reste de la France, mais même au reste du monde. Et c'était de montrer comment un drame qui se déroule voilà, sur le Cosméjean dans les Cévennes, qui a priori, on est vraiment dans un monde très, très, très réduit, très restreint, très isolé du reste, enfin, du monde extérieur, entre guillemets, puisse au contraire trouver son origine dans une ville d'Afrique, quoi, à Abidjan en l'occurrence. Et donc, de montrer qu'en fait, le monde est beaucoup plus vaste qu'on ne le croit, le monde dans lequel on évolue au quotidien aujourd'hui, grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, pour le meilleur et pour le pire, hein, d'ailleurs. Hein. Oui, ça, c'est des sujets qui m'intéressent. Enfin, la question de la confrontation des mondes, qui ont du mal à se rencontrer a priori, ça, c'est effectivement un sujet qui est important pour moi, y compris en Guyane, hein, quand je parle Sur le ciel effondré de ce moment clé où les jeunes Amérindiens quittent leur village pour aller à Cayenne, rentrer au lycée, et où en fait ils passent effectivement d'une vie sur le fleuve, qu'on pourrait qualifier de rural, je ne sais pas si le terme est approprié pour la Guyane, mais peu importe, fluvial, et qui d'un seul coup se retrouvent à Cayenne. Alors bon, c'est pas Paris, hein, mais on est quand même dans un milieu qui est très urbain. Pour moi, ça participe de la même logique, la difficulté de cette rencontre de mondes opposés culturellement, historiquement, pour plein de raisons. Oui, et d'ailleurs, ça me permet d'enchaîner sur cette confrontation des mondes. Il y a aussi, donc effectivement, vous parlez des Amérindiens qui arrivent à Cayenne, mais dans Seules les bêtes et dans Entre fauves, on a vraiment cette confrontation des populations noires et des populations blanches de façon assez marquée, et qui peut-être faire penser à vos romans, classer vos romans dans ce qu'on appelle la fiction postcoloniale, c'est-à-dire qu'on interroge effectivement les rapports de domination qui existent, les rapports historiques qui ont existé entre ces populations. Je voudrais juste lire un petit passage à ce sujet qui est dans le roman donc Seules les bêtes. Il s'agit d'un passage où le personnage ivoirien, Armand, parle de la façon dont il arnaque les Blancs, justement grâce aux arnaques, les arnaques sur Internet qu'on appelle alors ce sont les brouteurs. Je ne sais pas si on dit le broutage. Oui, si on dit le broutage. Ouais. Donc les brouteurs qui arnaquent les Blancs sur Internet en leur faisant croire à des histoires d'amour avec des amoureuses africaines. Et en fait, ils justifient cette pratique du broutage dans un passage que moi je trouve très très fort, que je vais vous lire tout de suite. Donc, durant des siècles, les Blancs ont pillé l'Afrique. Les Noirs étaient les esclaves des Européens. Ils venaient prendre nos richesses pour développer leur pays sans que cela ne leur coûte le moindre jeton. Et aujourd'hui, ils continuent. Ils occupent nos villes avec leurs armées pour protéger leurs intérêts économiques, en expliquant que c'est pour la population. Voilà pourquoi, quand ils disent que l'Afrique a une dette envers l'Europe, moi je dis non. C'est un mensonge. C'est eux qui ont une dette envers l'Afrique pour tout ce qu'ils ont fait subir à nos ancêtres. Ça s'appelle la dette coloniale. Bon, je reconnais que le broutage est une pratique malhonnête, que l'on fait du mal aux Blancs. Mais c'est comme cela, c'est le retour de bâton. Car Dieu est juste. Petit à petit, en envoyant de l'argent aux brouteurs, nos mugus remboursent la dette coloniale. Nos mougous, j'ai sûr de mal le prononcer. Nos mougous remboursent la dette coloniale de leur pays. Et cela durera longtemps encore, tant qu'il y aura sur Internet des gaous, des ignorants, le broutage vivra. Donc évidemment, c'est la parole d'Armand qui se justifie d'arnaquer ces pauvres un peu de Blancs, mauvaise foi, ouais. Complètement de mauvaise foi. Et néanmoins, donc on est vraiment dans une espèce de confrontation entre les Blancs et les Noirs dans ce roman, mais aussi dans Entre fauves. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que peut-être vous vous intéressez à ce rapport de domination et à la façon dont il je sais pas, moi le terme postcolonial, j'ai un petit peu de mal à me reconnaître dans ce mot-là. Enfin, bien sûr, bien sûr, c'est des sujets qui m'intéressent et sur lesquels je lis beaucoup, hein, évidemment. Notamment sur l'écologie, je me pose beaucoup de questions là-dessus. Est-ce que moi je m'inscris là-dedans dans ce que j'écris? Ça, je pourrais pas vous le dire. Mais oui, effectivement, enfin les rapports, plus généralement, les rapports entre le Nord et le Sud,
c'est des questions qui m'intéressent parce que et de montrer toute la complexité de ces rapports. Le rapport entre ces brouteurs et ces Européens en mal d'amour, c'est troublant, hein, cette histoire-là, parce que on arrive à des relations. Alors évidemment que c'est intéressé de la part des Africains, de la part des jeunes Ivoiriens qui font ça. Et évidemment que Armand, quand il essaye de justifier sa pratique criminelle à travers la dette coloniale, c'est totalement de la mauvaise foi. C'est un moyen de se justifier lui-même. Mais ce qui est assez troublant, c'est que derrière, les arnaqués sont des victimes consentantes. C'est-à-dire qu'eux, ils trouvent aussi leur compte. Et parfois, certains d'entre eux sont au courant, savent qu'en fait, ils se font arnaquer. Mais ils en tirent quelque chose. Donc, si cette relation, elle continue d'exister, c'est pas pour rien. C'est parce que tout le monde y trouve un peu son compte, quoi. Donc, c'est ce que je voulais aussi montrer, c'est que ces relations, en fait, c'est des relations qui sont complexes. Et la relation de l'Afrique, alors on dit Afrique encore une fois, hein, ça dépend vraiment des pays, hein, l'histoire de chaque pays Afrique est différente. L'histoire de la Namibie et de la Côte d'Ivoire sont vraiment deux histoires totalement opposées. Mais la relation de ces pays d'Afrique à nos pays européens est une histoire infiniment alors douloureuse, mais aussi infiniment complexe. Et c'est ce que je voulais. Je sais pas. Pour le coup, je pense pas que là-dessus, je cherche à démontrer quoi que ce soit. Mais c'est sûr que c'est un terreau qui m'intéresse, un terreau qui est fertile pour construire des histoires et qui nous parle beaucoup, je trouve, du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et si je peux enchaîner du coup sur cette question de l'amour impossible, dont vous disiez justement qu'il est au cœur de Seules les bêtes, mais il n'est pas seulement au cœur de Seules les bêtes, il est au cœur de presque tous vos romans en fait. L'amour impossible, l'amour désespéré, l'amour douloureux, l'amour factice, on le retrouve au moins dans Entre fauves, on le retrouve dans Seules les bêtes, on le retrouve dans Sous le ciel effondré, puisque le personnage de Angélique Blackhaman, qui est donc elle d'origine noire-marron et qui est donc amoureuse d'un Wayana. Et en fait, c'est cet amour très très fort qui va la pousser à enquêter sur la disparition d'un jeune Wayana. On a l'impression, en fait, finalement, que la plupart de vos personnages sont poussés, tiraillés par leurs désirs, entre leurs désirs et leurs devoirs, entre leurs histoires, entre les amours impossibles. Est-ce que finalement, est-ce que c'est pas l'amour qui est le seul c'est un peu romantique comme question, mais est-ce que c'est pas le seul mobile de vos personnages finalement? Peut-être. Je sais pas, là, j'ai du mal à répondre, je vous avoue, à cette question. Mais parfois, on me demande ce que veut dire Seules les bêtes, ce que veut dire le titre Seules les bêtes. Et pendant un moment, j'avais pas d'explication très claire, parce que moi-même, c'était pas forcément clair pour moi. Mais il y a une phrase que j'ai lue dans un livre qui s'appelle Anima de Wajdi Mouawad, que j'ai lu il y a 2 ans de ça. Et il y a une phrase où je me dis qu'en fait, le titre pourrait venir de là. C'est l'histoire d'un homme qui vient de tuer son chien. Et puis, il y a quelqu'un qui parle du chien. Et en parlant du chien, il dit « Ce chien, c'était une sale bête, mais il aimait son maître comme seules les bêtes savent aimer. » Et je me dis que probablement qu'en fait, c'est ça que je voulais dire, c'était qu'effectivement, il y a cette idée qu'on a une vraie difficulté à aimer, nous humains, enfin à aimer vraiment. Et je pense que dans Seules les bêtes, bon, alors évidemment, je suis d'accord avec vous, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les livres, mais je pense que c'est Seules les bêtes qui parlait le plus de ce sujet-là. C'était vraiment la question à travers ces personnages virtuels, à travers effectivement Michel qui est amoureuse d'une femme qui n'existe pas, à travers Joseph qui entretient une relation avec une femme morte. Oui. En essayant d'être le moins glauque possible, parce que voilà, ce qui m'intéressait, c'était pas le côté nécrophile, hein, mais voilà, on n'est pas dans des relations
dans des trucs un peu malsains, mais en tout cas, il a une relation effectivement à cette femme qui est décédée. C'était de savoir en fait qu'est-ce que ça veut vraiment dire aimer, quoi. C'est-à-dire quand on dit qu'on aime, en fait, qu'est-ce qu'on aime? Est-ce qu'on aime vraiment la personne? Ou est-ce que c'est pas l'image de la personne qu'on aime, une image un peu fausse? Est-ce que c'est pas soi-même qu'on essaye d'aimer un petit peu à travers elle? Enfin voilà, tout cet amour qui est en fait, tous ces amours contrariés dont vous parlez, qui sont en fait chargés de beaucoup de représentations. Et donc, seules les bêtes, c'était peut-être ça. Est-ce qu'il n'y a pas que les animaux, peut-être, qui ont un amour dépouillé de toutes ces représentations et tous ces artifices? Encore que, il faudra poser la question, on n'est pas dans la tête des chiens, mais quand on dit qu'il aime son maître d'un amour le plus total, c'est peut-être pas si vrai que ça non plus, je sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qu'on peut imaginer, quoi. Oui, et puis c'est aussi un peu ce qu'on retrouve entre fauves, dans l'amour de Konjima et de son amoureuse, où en fait il y a toute une construction où à la fois il doit tuer ce lion pour l'impressionner, pour la gagner, pour la conquérir en fait littéralement. Elle devient presque une conquête, une proie. Là encore, l'amour n'est jamais vraiment extrêmement pur. Il est toujours dans des relations de conquête. Enfin, ça me faisait penser à ce que vous disiez juste avant. Et donc, pour revenir sur Seules les bêtes et Entre fauves, moi, ce qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est en fait, la construction temporelle de vos romans qui est extrêmement travaillée, je trouve, extrêmement pensée, extrêmement travaillée, et qui crée le suspense, en fait. Parce que dans Entre fauves, en fait, on n'est pas réellement dans une enquête, puisqu'il n'y a pas eu vraiment de crime qui a eu lieu, on est vraiment dans une sorte de quête, mais on est bien dans un roman à suspense, puisque la structure temporelle fait qu'il y a énormément de suspense. Et dans Seules les bêtes, de la même manière, il y a une disparition initiale, mais finalement, ce qui crée le suspense, c'est la structure temporelle. Et donc là, je vais poser une question peut-être un peu d'artisanat littéraire. Est-ce que vous travaillez vraiment énormément à cette structure temporelle? Est-ce que vous faites une sorte de, je sais pas, une frise peut-être pour essayer de vous y retrouver quand vous travaillez à cette élaboration? Alors, non. Enfin, j'aimerais bien. Je sais qu'il y a certains auteurs qui travaillent comme ça avec un plan très précis auquel ils se tiennent de manière rigoureuse. J'aimerais beaucoup réussir à faire ça. Je pense que ça me ferait gagner beaucoup de temps. Mais en pratique, pour moi, ça se passe pas comme ça. Ça se passe j'ai d'abord une construction mentale du roman, quoi, une idée de ce que ça doit être. Avant de commencer à écrire, j'écris un synopsis, c'est-à-dire en gros en 3-4 pages, j'écris l'histoire avec beaucoup de trous et d'incertitudes, mais globalement une trame un peu générale. Et puis après, je me lance. Bon, je mets de côté toute la question de la documentation, etc., dont on pourrait parler aussi, mais qui est quand même aussi quelque chose d'assez lourd. Mais je me lance dans l'écriture. Et ça se fait un peu au fil de l'écriture, quoi. C'est beaucoup de tâtonnements. Et la question le raccord entre les temporalités, faire en sorte que tout s'accorde bien et qu'il n'y ait pas d'incohérence, en fait, c'est à la réécriture que ça se fait, quoi. C'est-à-dire que c'est des livres que j'ai réécrits. Enfin, je passe beaucoup de temps, hein, donc j'écris parfois 5-6 fois un roman. Et donc, c'est à la réécriture qu'on va ajuster un petit peu toutes ces choses-là. Mais c'est vrai que la question temporelle, elle est importante, mais et que j'essaye de beaucoup la travailler. Mais je pense pas que ce soit la chose la plus difficile. Hein. Quand je prends l'exemple de Seules les bêtes, on me parlait de ça, hein, du scénario, le côté un peu millimétré du scénario. En fait, le scénario de Seules les bêtes a été écrit assez rapidement. C'était beaucoup plus compliqué. C'est parce que ce qui est le plus dur dans un livre, c'est pas la construction, c'est pas la mécanique, c'est les personnages, quoi. C'est les émotions, c'est de travailler sur les personnages, sur l'écriture, sur la manière de les faire s'exprimer, faire en sorte qu'ils soient crédibles, qu'ils tiennent d'un bout à l'autre. Voilà, enfin, le plus dur, c'est ça, hein, je pense, vraiment. D'accord. Et vous dites souvent que votre roman le plus abouti, alors c'est pas Seules les bêtes, c'est Sur le ciel, que est personnellement mon préféré, mais et celui qui est dans ma thèse, mais que c'est Sur le ciel effondré, qui est aussi
un roman magnifique qui est le dernier roman de la tétralogie guyanaise. Peut-être qu'il y en aura d'autres d'ailleurs, vous nous direz. Je ne sais pas. Ou vous ne Je ne sais pas nous encore. direz pas. Mais vous dites souvent que c'est votre roman le plus abouti. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, ce qui est sûr, c'est que ça a été le roman le plus difficile à écrire de tous mes livres et le plus long à écrire. Alors d'abord parce qu'il est très gros, mais pas seulement, pour plein d'autres raisons. C'est la première fois que j'ai eu cette impression vraiment de me noyer totalement dans mon roman et de potentiellement ne jamais réussir à le terminer. Donc il y a une vraie victoire personnelle, personnelle que je partage avec mon éditrice, hein, sans qui je pense que je ne serais jamais arrivé au bout. Donc donc il y a un attachement fort, voilà, d'espèce d'exploit personnel d'avoir réussi à arriver au bout de ce projet. Je pense que c'est aussi dans les thématiques qu'il aborde, et notamment la question amérindienne en Guyane, dans toutes ces dimensions, qui est un sujet éminemment sensible, humainement et socialement, qui était un sujet dont j'avais envie de parler depuis déjà très longtemps et que j'ai repoussé. Et j'ai l'impression d'avoir réussi à en parler bien. Pas bien, en tout cas comme j'avais envie de le faire. J'ai l'impression d'avoir réussi à dire ce que j'avais envie de dire sur ce sujet-là, ce qui n'était pas une mince affaire. Ensuite, il me semble que c'est un roman qui a une densité et une richesse que je retrouve dans aucun de mes autres romans. Peut-être un petit peu dans Obia. Mais voilà, pour toutes ces raisons, c'est un livre auquel je suis très, très attaché. Notamment peut-être parce que, c'est une suggestion, mais justement parce qu'il y a un foisonnement de personnages qui est absolument incroyable. On a une galerie de personnages extrêmement riches qui viennent de toutes les communautés. On a un effet Somme un peu presque à la fin de la trilogie de Guyanaise. Là, on a un effet où on a l'impression que vous avez mis toute la Guyane dedans, quoi, si je puis dire. Oui, je pense qu'il y avait un peu de ça. Je pense qu'il y a un peu de ça. Enfin, en tout cas, dans le projet. Après, chaque lecteur se fera son idée sur est-ce que c'est réussi, pas réussi. Mais en tout cas, moi, dans le projet que j'avais, il y avait cette envie-là d'avoir quelque chose qui prenne vraiment mon histoire sous toutes ses dimensions, qu'elles soient sociales, politiques, anthropologiques, écologiques. Enfin voilà, vraiment quelque chose qui prenne l'ensemble, quelque chose d'assez complet. Et par ailleurs, j'ai quand même l'impression que dans ma série guyanaise, d'avoir trouvé sur le ciel effondré une forme de liberté dans l'écriture que je n'avais pas sur les romans précédents, qui étaient probablement plus maîtrisés, plus sous contrôle, on va dire. Et ça, c'était une satisfaction, tant dans l'écriture que dans le souffle de l'histoire. Enfin, encore une fois, je parle de souffle, c'est ce que je cherche. Hein. Je vous dis pas que c'est quelque chose. Après, chacun se fait son idée. Mais voilà, j'ai l'impression d'avoir trouvé quelque chose que même dans Obia, que j'aimais beaucoup, qui est un roman que j'aime beaucoup, j'avais pas, il me semble. Et oui, et puis moi, je suis assez contente que vous fassiez le lien entre Obia et Sur le ciel effondré, parce que, en effet, il y a des points de passage qui sont évidents. Et notamment, il y a moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans Sur le ciel effondré, et ça rejoint ce que vous disiez sur la façon de parler des Wayana et leur tradition, leur mythe, c'est effectivement l'intégration des mythes, des croyances, de toute une spiritualité, en fait, que j'ai trouvé extrêmement riche et extrêmement bien écrite, et qui en plus a un rôle narratif très important. Et à ce sujet, je voulais vous lire donc un dernier petit passage, peut-être, qui se situe justement au début du roman, dans la partie intitulée Croyances. Donc on rentre vraiment dans les croyances des Wayana, et donc c'est un passage aussi qui explique le titre, enfin qui explique,
non, enfin, qui donne un indice peut-être sur le titre du roman. Donc je vous lis ce passage. Ça raconte les mythes, donc les mythes des Wayana. Ces hommes-là, ils ne les avaient pas faits en boue, ni dans cette roche qui les aurait rendus si solides. Non, ils les avaient tressés tels des vanneries, avec ces fibres tirées des tiges des roseaux, de ces tiges trop fragiles qui périssent au soleil. Ces hommes-là, Kuwuli s'en était éloigné en se repliant dans le plus haut des ciels, leur ôtant ce pouvoir qui les unissait à lui. Plus de métamorphose, plus d'ascension, plus de partage entre terre et azur, plus de contact direct entre les hommes et les esprits. Ces hommes-là, ces humains retressés payant le prix de l'insolence de leurs aînés, étaient devenus de simples mortels, à jamais cristallisés dans leur forme actuelle. C'était le début d'un autre temps, d'une histoire sans magie, le temps d'une humanité rivée au sol, le temps des regrets que les anciens formulaient encore certains soirs, le temps de la séparation, les hommes à jamais privés d'accès à cet autre monde, à ce monde originel que de ténues passerelles leur faisaient quelquefois entrevoir. C'était le temps des Indiens d'aujourd'hui, lourds et figés sur leur ciel effondré. Donc un passage extrêmement nostalgique peut-être de ce monde magique des Wayans. Oui, et qui est effectivement à l'origine du titre Sur le ciel effondré, qui est très largement, alors je l'ai réécrit, mais c'est évidemment très très largement inspiré de l'histoire orale des Wayana, hein, qui a été recueillie par un anthropologue il y a pas mal d'années déjà. Qui est un livre dur à lire, hein, fait 1000 pages, mais quand on arrive à rentrer dedans, c'est passionnant. C'est important parce que voilà, c'est cette idée sur le ciel effondré. C'est pourquoi, enfin, l'origine de ce titre, c'est ça, c'est de se dire qu'effectivement, avant le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, il y avait un autre monde dans lequel les hommes avaient un accès direct aux esprits, un accès à la magie, et avaient ce pouvoir de se métamorphoser en ce qu'ils voulaient. Un monde dans lequel, voilà, on avait une espèce de liberté totale d'action, et y compris spirituelle, et que comme ces premiers hommes ont irrité leur créateur, en fait, il a supprimé ce monde en faisant tomber le ciel dessus. Et puis, sur ce ciel effondré, il a recréé le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, où on est tous rivés au sol, on n'a pas d'accès à la magie, et où les seuls qui continuent à avoir accès voilà, au monde de la magie, c'est les chamans. Et j'aime cette histoire-là, d'abord parce que je la trouve très belle, mais aussi parce que derrière, il y a aussi un espèce d'état d'esprit dans lequel vivent les Wayana, mais qu'on retrouve aussi chez nous, hein. C'est comme on dit toujours, c'était mieux avant, quoi. Vous savez, cette espèce de nostalgie d'une époque où tout était mieux. Et les Wayana vivent dans cette espèce de regret d'une époque qui n'existera plus jamais, où tout était encore possible, quoi. Et aujourd'hui, ils sont condamnés à rester ancrés sur ce ciel effondré. Et donc oui, il y a quelque chose de très nostalgique là-dedans. Et je trouvais que c'était un titre qui convenait bien à ce livre parce que évidemment, chez beaucoup d'Amérindiens, il y a une nostalgie. Alors pas forcément de ce monde où la magie était possible, mais en tout cas de temps où la vie était peut-être avait plus de sens, en tout cas. D'accord, merci beaucoup. Peut-être qu'on a le temps de prendre des petites questions. Ce sera rapide parce qu'il nous reste 5 minutes. Mais si jamais les spectateurs et spectatrices veulent poser quelques questions, il est possible de noter les questions dans le chat et on essaiera d'y répondre. Et en attendant que les questions arrivent, moi j'ai une dernière petite question, très égoïstement, que je vais poser. Puisque moi je vous disais donc que personnellement j'ai mes préférences bien sûr dans votre œuvre. Enfin, de toute façon en fait j'aime beaucoup la série guyanaise, j'aime beaucoup Seules les bêtes. En fait ce sont vraiment des romans qui m'ont beaucoup inspirée dans mon travail personnel, dans mon parcours de lectrice personnelle. Mais alors la question c'est plutôt quelles sont vos inspirations personnelles finalement? Est-ce que vous avez des œuvres, des auteurs qui vous inspirent, des expériences littéraires ou pas seulement littéraires, cinématographiques ou autres qui ont pu vous nourrir? Ou finalement, est-ce que vous vous nourrissez peut-être plus de vos expériences personnelles, de vos rencontres? J'ai toujours un peu de mal à répondre à cette question pour plusieurs raisons. D'abord parce que, comme je vous le disais, moi j'ai un profil scientifique et je suis un littéraire tardif. Et donc j'ai pas
je considère que je n'ai pas de panthéon, c'est-à-dire j'ai pas d'auteur que je considère comme une espèce d'influence ultime et qui pèse sur tout ce que je vais écrire. Et j'ai chaque année des lectures qui m'influencent et qui me marquent et qui, je sais, influenceront mon roman prochain. Et donc, en fait, mes influences, elles sont presque à prendre par livre, quoi. C'est-à-dire, chaque livre, pour chaque livre, je pourrais vous dire quels livres m'ont inspiré. Seuls les bêtes, voilà, les livres que je me souviens des livres que j'avais sur la table quand j'écrivais Seuls les bêtes. J'avais L'été meurtrier de Sébastien Japrisot, j'avais Un pied au paradis de Ron Rash, j'avais Les derniers Indiens de Marie-Hélène Lafon. J'en avais encore un autre, voilà, mais voilà, c'était un peu tous ces romans-là qui étaient sur ma table. Quand j'écrivais Obia, j'avais 13 heures de Deon Meyer parce que je trouve qu'il y avait une espèce de rythme, de rythme dans cette et la traque. Voilà, Obia commence avec un personnage qui est traqué par la police dès le début et qui est poursuivi. Et 13 heures commence de la même manière avec une fille, on ne sait pas du tout pourquoi, par qui elle est poursuivie, et ça rythme le livre. Et donc voilà, ça m'a influencé. Qu'est-ce que j'avais d'autre sur ma table quand j'écrivais Obia? J'avais les cœurs déchiquetés de Hervé Lecor, c'est ça? Non, j'ai oublié ce nom. Ah, je suis très embêté, mais en gros, ce roman policier qui est mon préféré, moi que j'adore d'Hervé Lecor. Voilà, j'avais Zoulou de Caril Ferret. Enfin, donc en fait, ça va changer d'un livre à l'autre. Et chaque année, il y a des livres que je lis et je me dis j'ai envie d'aller puiser là-dedans. Et en même temps, comme vous le disiez tout à l'heure, je pense qu'il y a quand même une grosse partie de mes influences qui viennent aussi du monde extérieur, c'est-à-dire des gens que je rencontre, des voyages que je fais, des thématiques d'actualité qui me touchent plus peut-être que des œuvres littéraires encore, quoi. Mais donc, quand même, de ce que j'entends, beaucoup de romans noirs. Vous êtes un lecteur de romans noirs, en fait. Les cœurs déchiquetés, Hervé Lecor, voilà, il confirme. C'est exactement ça, mais j'ai eu un doute tout à coup. Oui, c'est ça. Très beau livre, très beau livre. Et donc, vous êtes vous-même donc un lecteur de romans noirs, vous êtes un auteur de romans noirs, mais aussi un lecteur de romans noirs. Oui. Pas que, évidemment, mais oui, bien sûr. Et est-ce que donc vous diriez, peut-être une petite question de conclusion, et je suis désolée, une petite question générique, mais je pense qu'on ne peut pas y couper. Est-ce que vous écrivez, alors vous n'écrivez pas que des polars ruraux, vous n'écrivez pas que des ethnopolars, vous n'écrivez pas que de l'éco-fiction, mais est-ce que vous n'écrivez que des romans noirs? Ça, vraiment, encore une fois, j'en sais rien du tout, moi. Vraiment, quand j'écris, je ne me pose pas ces questions-là. D'accord. Est-ce que Entre Fauves est un roman noir? J'en sais rien. Je peux pas vraiment vous le dire. Je considère que, j'ai plutôt tendance à penser que ce serait une contrainte plus qu'autre chose que de se dire avant d'écrire un livre, mon livre va être un roman noir ou va être un roman ceci ou va être un roman cela. Je pense que ça serait une manière déjà de restreindre le champ des possibles de ce qu'on va faire et de s'inscrire dans quelque chose. Ou alors ça peut être un exercice de style. Donc, enfin, pour certains livres, ça peut avoir du sens. Hein. Mais moi, je réfléchis pas en ces termes-là. C'est plutôt après, une fois que le livre est écrit, que je me dis, ah oui, peut-être c'est un roman noir. Dans la discussion avec mon éditrice, voilà. Mais je pense qu'Entre Fauves et Seuls les bêtes en particulier pourrait être classé ailleurs. J'en sais rien. Enfin, moi, j'essaie juste d'écrire des livres. C'est déjà pas mal. Oui. C'est déjà difficile. C'est dur. Après, savoir ce que c'est, en tout cas, c'est pas des questions que je me pose. Peut-être parce que vous êtes universitaire, moi, universitaire littéraire. Moi, c'est pas du tout mon cas. Donc, je réfléchis pas en ces termes-là, en tout cas. Bah oui, c'est compréhensible. Mais je comprends que d'autres se posent. Je comprends tout à fait que d'autres personnes se posent ces questions-là, mais c'est pas mon cas, en tout cas. Oui. Puis ce serait un carcan peut-être plus qu'autre voilà, chose. Il me semble, ouais. Bah, écoutez, merci beaucoup, Colin Niel, d'avoir bien voulu répondre à nos questions aujourd'hui dans le cadre de cette rencontre autour du polar rural, dont l'exposition se tient à la Bilipo en ce moment même. Je crois qu'on a pu parler un peu de tous vos romans, ce dont je suis très contente parce que
ils sont tous aussi formidables les uns que les autres et évidemment, Merci, je c'est vraiment conseille gentil. leur lecture très, très vivement. Bah, merci beaucoup à vous deux, parce que, bon, vous en avez peut-être assez, mais nous, on aurait pu rester encore à vous écouter. Ça nous intéresse beaucoup. Et puis, tout ce qui est la création aussi d'une œuvre et tout ce qui est propos des auteurs en général. Enfin, en tout cas, ça nous motive. Bon, alors c'est vrai, la Bilipo est pas très... elle a plein de carcans certainement, mais tous les genres sont acceptés et cohabitent joyeusement dans l'ordre ou dans le désordre, ça dépend. Voilà, donc bah, merci encore. Et puis on a une prochaine rencontre avec Alice, qui courageusement a accepté le défi. Donc ce sera le samedi 13 mars. Alors, ça sera un espèce de direct à distance. On va tester encore autre chose avec Benoît Tadier, spécialiste du roman noir américain. Et là, on va essayer de parler plutôt de contrées noires, enfin des choses qui se passent plutôt du côté états-unien. On va explorer un petit peu ce genre de terrain. Et donc, l'exposition de Roman noir et ruralité, ça y est, j'avais déjà oublié le titre. Elle est donc visible de 13h30 à 17h30 aux horaires d'ouverture. Voilà, vous sonnez, on vous accueille. Vous êtes très à distance, pas de problème, tout est sous contrôle. Et on l'a jusque fin mars, voire un petit peu plus longtemps si ça permet à d'autres gens de se déplacer. Bah, Colaniel, merci encore. Merci à vous. Depuis Merci Paris. Et puis, on espère un jour avoir le plaisir de. Ouais, ce serait mieux quand même. C'était très bien bien comme ça, mais ce serait bien Voilà. qu'on puisse se voir un jour. Vous êtes déjà venu à la Bilipo, donc vous Tout pouvez à fait. savoir que vous pouvez revenir, bien sûr. Eh bien, on vous souhaite tous et à toutes. Alors, bon, on n'a pas eu de questions, donc, mais c'était assez riche comme ça, donc les gens poseront des questions dans leur tête. On n'aurait pas eu le temps. C'est ça. Voilà. Et puis, on se retrouve le 13 mars pour un nouveau volet, en tout cas en ce qui nous concerne à la Bilipo. On vous souhaite bon week-end et très bonne continuation à tous les deux et à tous les gens qui nous ont suivis. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.